Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous. Le 28 septembre 1958, alors que d'autres hésitaient ou avaient peur des lendemains, les Guinéens ont massivement voté non au référendum gaulliste pour la création de la communauté franco-africaine. Un geste qui reste encore la fierté du peuple de Guinée. Un commentaire de Isidore Gonona Nanamou de Tunkarata. Seul parmi les pays de l'Afrique consultés, la Guinée vote non au référendum du 28 septembre 1958 pour la création de la communauté franco-africaine. Si ce choix peut être interprété comme un geste d'orgueil et de fierté, il est à comprendre aussi comme une expression d'un peuple bien déterminé à s'assumer, à mettre un terme à toute forme de domination. Il est dans l'histoire de la Guinée de dire non quand on ne veut pas. Et de la colonisation, les Guinéens n'en voulaient plus. Le moment était donc arrivé de donner tout son sens au combat de nos dévanciers et de dire avec des mots la volonté des Africains de déterminer seuls leur destin. Ainsi, alors que les autres s'enlisaient dans des conjectures, les Guinéens, tels les preux chevaliers dans les savanes ancestrales, ont refusé toute autre forme de rapport avec la métropole qui ne soit basée sur l'égalité d'échange et de coopération. Égalité d'échange et de coopération, la Guinée l'a souhaité et a continué à les réclamer avec la France. Cependant, reprenant l'alternative qu'il a posée lors de son voyage africain en août 1958, le général de Gaulle analyse ce vote comme une volonté de rupture avec la métropole par rapport aux autres pays qui acceptent d'intégrer la communauté. La France interprète ce vote comme un vote de sécession. Le gouvernement français adresse dès le 29 septembre un communiqué à Sékou Touré pour tirer les conséquences de cette sécession qui se traduira par le départ immédiat des agents de l'État, le repli rapide de l'armée et de la gendarmerie française et la suppression des aides financières et douanières comme la remise en cause de la garantie pour le projet Concoré de production d'électricité. Les Guinéens qui n'avaient aucune intention de rompre avec la France suivent cependant leur logique. La République de Guinée est proclamée le 2 octobre. En votant massivement non le 28 septembre 1958, les Guinéens ont sauvé l'honneur de tous les Africains, car par ces gestes, il ne sera jamais dit que le colonisateur a proposé l'indépendance au peuple du continent et que ceux-ci, unanimement, ont tourné le dos à la liberté. Ces gestes des Guinéens, le 28 septembre 1958, impose aussi à la métropole l'exigence d'accorder l'indépendance aux autres pays africains. En dépit de la gestion parfois tumultueuse que nous aurons faite de notre indépendance, la date du 28 septembre reste un jour de fierté pour les Guinéens, un jour de recueillement devant la mémoire des pionniers de l'indépendance, un jour où les autres Africains nous regardent avec admiration et respect. 1958, c'était un 28 septembre, les Guinéens avec à leur tête Ahmed Sékou Touré disent non à toute forme de domination. 28 septembre 2015, Alpha Condé à la tête des Guinéens dit non à la misère et à l'obscurité. Il déchire les incertitudes de la fatalité et tel promettait, il apporte la lumière à la Guinée et c'est sous la forme d'un barrage, le barrage de Kaleta qui a été inauguré ce lundi. Sanassé Keïta. Le barrage hydroélectrique de Kaleta. C'est une infrastructure énergétique avec une puissance de 240 MW. Aujourd'hui, l'heure est à l'inauguration de cette œuvre. Nombreuses sont les personnalités qui sont venues des 4 coins du monde pour prendre part à la cérémonie d'inauguration de ces barrages hydroélectriques qui couvrent toute la basse Guinée et une bonne partie de la moyenne Guinée en courant électrique. Il y a 3 turbines conduites forcées qui quittent donc la prise d'eau pour conduire l'eau vers les 3 turbines. Ces conduites forcées sont de longueur 80 mètres et de diamètre 6,3 mètres. Il y a un vidangeur de fond au besoin pour nettoyer la retenue. Donc il y a une capacité de 400 mètres cubes secondes. Pour réaliser tout ce programme au niveau du barrage, il a fallu excaver 1 200 000 mètres cubes de grabat et utiliser 320 000 mètres cubes de béton. Tout ce travail s'est effectué sous la vigilance de l'ingénieur conseil Tractebel Engineering.
Il y a également l'installation des 3 groupes. Chaque groupe fait 80 MW, ce qui fait 240. Et il y a une ligne de transport de 225 kV de 117 km de Kaleta à Manéa, plus les postes de transformation de Kaleta, Manéa, Matoto, Tombo et Amdalaï. Le coût total du projet est de 446 500 000 $ hors taxes. La réalisation de ces barrages hydroélectriques de Kaleta en l'espace de 3 ans seulement, malgré la maladie à virus Ebola qui a frappé de plein fouet la Guinée, plusieurs personnalités ici présentes se réjouissent. Je suis très ému et si fier que vous m'ayez fait l'honneur de partager ce moment et de joie et de fierté pour tout le peuple guinéen. De pouvoir féliciter chaleureusement mon frère, mon ami, le président Alpha Condé, lui dire que c'est le projet de la parole tenue, projet qui change la vie de 4 millions de Guinéennes et de Guinéens, projet qui s'est fait dans le dialogue respectueux avec les populations, projet d'une prouesse inouïe, un an de moins que promis, ce qui paraissait déjà impossible, et le tout malgré Ebola. À l'heure actuelle, les 3 groupes électrogènes sont raccordés au réseau sans encombre. Un grand complexe hydraulique moderne du niveau international se dresse désormais majestueusement sur la terre fertile de la belle Guinée. La China International Water and Electric Corporation, de son côté, a aussi montré une bonne image des entreprises chinoises compétentes, professionnelles et respectueuses des engagements grâce à sa performance et sa crédibilité remarquable, gagnant ensuite aux éloges de tous les milieux de la société guinéenne. Ce barrage hydroélectrique vient ainsi étancher la soif des millions de Guinéens qui végétaient dans l'obscurité ou des coupures intempestives. Pour répondre aux besoins pressants de la capitale, Conakry, et du réseau interconnecté, l'ouvrage que vous allez inaugurer tout à l'heure a été réalisé seulement en 3 ans, alors que le délai contractuel prévoyait 48 mois. Il est important de préciser que jamais un barrage d'une telle capacité de 240 MW n'a été réalisé par l'État depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. C'est donc une fierté nationale en l'honneur du président, le professeur Alpha Condé, qui a mobilisé les moyens financiers nécessaires et instruit de réaliser ce projet dans un délai. C'est ce que nous avons fait. En plus de cette infrastructure énergétique, aujourd'hui, qui illumine une bonne partie de la Guinée, le président de la République a également d'autres visions pour la Guinée dans le domaine de l'énergie. Nous venons de finir le barrage de Kaleta. J'ai vu les travailleurs demander tout à l'heure qu'ils ont travaillé nuit au jour. Est-ce qu'ils vont être en chômage après le barrage de Kaleta? Je leur dis que nous allons tout faire avec nos amis de Chine et d'Abu Dhabi et nos amis américains pour commencer d'ici quelques mois le barrage de Swapiti, qui est un barrage de 550 MW. Et le barrage de Swapiti est seulement à 6 km. Donc les travailleurs n'auront même pas besoin d'une nouvelle cité, puisqu'ils ne seront qu'à 6 km, ils seront dans la cité ici et ils pourront aussi faire le barrage de Swapiti. Donc vous ne serez pas condamnés au chômage. Mais ce qui est important, c'est que Swapiti, Kaleta sont dans le projet de l'OMVG. Mais en même temps, nous avons Koukutamba, Baléa et Balissa qui sont dans le fleuve Sénégal, dans le cadre de l'organisation du fleuve Sénégal avec le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. Sans l'électricité, l'Afrique ne peut pas se développer. Avec l'électricité, nous pouvons nous industrialiser.
et nous ne verrons plus nos enfants mourir dans les eaux de la Méditerranée parce qu'ils sont des espèces de l'Afrique et des espèces de trouver du travail en Afrique. Seule l'électricité peut nous permettre de transformer nos potentialités en réalité. Ce 28 septembre 2015 n'est pas une date choisie au hasard par le chef de l'État pour inaugurer ce barrage hydroélectrique, car c'est une date qui coïncide avec l'anniversaire du nom de la Guinée au référendum du 28 septembre 1958. Deux dates qui restent désormais gravées dans les annales de l'histoire de la Guinée. Un grand honneur qui revient ainsi au professeur Alpha Condé en compagnie des présidents du Congo, du Niger et du vice-président de la République fédérale du Nigeria de procéder à la coupe du cordon inaugural pour signifier solennellement l'ouverture de cette infrastructure énergétique d'une puissance de 240 MW. Le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest peinait à donner de l'électricité à ses populations. Le chantier de Kaleta, initié par le professeur Alpha Condé, est achevé et le courant est désormais à la maison 24 heures sur 24. À l'inauguration de ce barrage de Kaleta, des chefs d'État et de nombreuses personnalités africaines et guinéennes sont venus apporter leur soutien à la Guinée. Sanassi Keïta. Bon, mais d'abord, féliciter notre frère et ami, le président Alpha Condé, pour cette magnifique réalisation qui vient à point nommé parce que l'Afrique pose aujourd'hui le problème du développement des énergies propres. Nous avons suivi le discours de notre ami Jean-Louis Borloo qui anime ce projet pour l'Afrique. Et donc la réalisation de ce projet et son inauguration un certain 28 septembre tout un message lourd de symboles. Donc nous sommes très heureux d'être présents à l'inauguration de ce barrage ici en Guinée. Et nous pensons que c'est un message pour toute l'Afrique. Dans tous nos pays, nous nous efforçons de faire un peu la même chose pour donner l'électricité aux peuples africains parce que nous pensons que sans l'électricité, il n'y aura pas de véritable développement pour l'Afrique. Merci à Alpha de nous avoir associés à cette magnifique cérémonie et nous félicitons naturellement tous les travailleurs, les ingénieurs, tous ceux qui ont contribué à ce succès. Et nous pensons aussi que la coopération entre l'Afrique et la Chine est en train de marquer des points. Cela a été dit dans les discours que nous avons suivis aujourd'hui. Et nous pensons que l'Afrique est en train de suivre son chemin et qu'avec la volonté politique qui caractérise ses dirigeants, elle va se libérer. C'est donc un bon message que nous recevons de la Guinée aujourd'hui. Nous sommes très heureux, nous remercions le président, le gouvernement et le peuple guinéen qui a toujours été pour l'Afrique à la pointe des combats. Comme on le sait, l'Afrique manque cruellement d'infrastructures et en particulier d'infrastructures énergétiques. Or, le continent africain a un potentiel hydroélectrique extrêmement important. Il y a à peine 5% de ce potentiel qui est mis en valeur. Et je félicite le président Alpha pour avoir fait une telle réalisation en si peu de temps. Avec cette réalisation, je crois que
ce qu'on a jusqu'ici considéré comme un paradoxe en Guinée est surmonté, parce que la Guinée a toujours été perçue comme le château d'eau de toute l'Afrique. La plupart des fleuves prennent leur source en Guinée, notamment le fleuve Sénégal, le fleuve Niger sur lequel d'ailleurs au Niger on est en train de construire un barrage, le barrage de Kandaji. Donc grâce à lui, ce paradoxe d'un pays qui est château d'eau et qui manque d'électricité, ce paradoxe est en train d'être surmonté. Et je suis impressionné par la rapidité avec laquelle cette infrastructure a été réalisée. Et la Guinée-Conakry, quand on survole Conakry la nuit, il y a quelques mois, il y a quelques années, on ne voit que l'obscurité. Et aujourd'hui, Conakry ressemble à un diamant quand on survole Conakry la nuit. Et ceci grâce au professeur Alpha Condé, que je félicite à nouveau. Conakry désormais un diamant. Et puis ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République, sous le haut patronage de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, le ministère du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat procédera à la pose de la première pierre de l'hôtel Onomo sur la Corniche Sud, derrière le Palais du Peuple, commune de Kaloum, ce mardi 29 septembre 2015, à partir de 9h. Sont conviés à prendre part à cette cérémonie les personnalités ci-après. Mesdames et messieurs les présidents des institutions républicaines, monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les membres du cabinet présidentiel, mesdames et messieurs les professionnels du tourisme, de l'hôtellerie et de l'artisanat, monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. Conakry le 28 septembre 2015, le directeur. La date de l'élection présidentielle approche et la CENI multiplie les efforts pour réussir une opération irréprochable. C'est dans ce sens que les responsables de la CENI et des acteurs politiques échangent en vue d'une meilleure distribution des cartes, la supervision du vote et les autres opérations de vote. Saïdou Diallo, commentaire. Souci de transparence du scrutin du 11 octobre, la CENI a regroupé lundi à Kindia acteurs politiques, démembrements et partenaires techniques et financiers pour passer en revue les activités déjà exécutées. L'objectif est non seulement d'harmoniser les connaissances, mais aussi d'identifier d'autres activités à réaliser pour améliorer les futures opérations. Vous allez repartir sur le terrain. La réussite ou l'échec reposera justement sur votre capacité à la fois de partage des résultats d'ici, d'implication de l'ensemble des acteurs sur le terrain, mais aussi surtout de la démultiplication de cette formation au niveau des CSP. Dans cet exercice, la CENI met un accent particulier sur la transparence. Au niveau de la distribution des cartes d'électeurs, un guide est édité à cet effet pour éviter tout détournement de cartes. Des formations à l'intention des agents des bureaux de vote et des magistrats sont aussi envisagées. La CENI a cherché justement à faire en sorte que chaque activité qui se retrouve dans ce programme puisse coller à la réalité et être mise en œuvre conformément aux dispositions légales et opérationnelles. Il y a deux grandes catégories d'électeurs. Il y a ceux qui se sont inscrits cette fois-ci en 2015, pour ceux qui sont inscrits pour la première fois, c'est-à-dire ceux qui venaient d'avoir les 18 ans et ceux qui n'avaient pas eu la chance, même qu'ils avaient plus de 18 ans, qui n'avaient pas eu la chance d'être censés auparavant, qui doivent présenter leur récépissé de 2015 pour retirer. Et la commission a l'obligation de leur remettre, mais en retirant ces récépissés. Et comme les cartes d'électeurs existantes doivent être changées contre les nouvelles cartes, donc il y a la deuxième grande catégorie, c'est la catégorie de 2013, ceux qui disposent de la carte d'électeur de 2013. Ils doivent présenter ces cartes contre la nouvelle carte. Toute cette batterie de mesures concourt, comme on le voit, à davantage parfaire le mode d'organisation des élections dans notre pays. Ceci pour éviter toute contestation.
Toujours dans le cadre des efforts pour une élection apaisée, la caravane des savoirs à la Guinée d'abord a séjourné en Guinée forestière. Les animateurs de la caravane ont donné une conférence de presse et expliqué l'exigence pour tous de promouvoir la paix avant, pendant et après les élections. Mohamed Salioupaï, Mohamed Sankon. Ce point de presse avec les journalistes publics et privés de Zéro Corée est organisé par la caravane des savoirs la Guinée d'abord. Elle vise à faire face aux grands défis liés à la dynamique électorale en s'appuyant sur un large éventail d'acteurs et de supports de sensibilisation. Son objectif est de sensibiliser les électeurs quant aux enjeux des élections comme un outil essentiel de développement et quant aux changements dans les procédures, accorder une attention particulière aux femmes, aux jeunes, aux personnes handicapées et aux groupes marginalisés. Notre dynamique et le constat que l'on fait dans notre économie, c'est que chaque Guinéen a le droit à la parole. Et dans notre dynamique, chacun a le droit de prendre le micro et de dire ce qu'il ressent par rapport à la paix et à la non-violence devant les élections. Donc notre constat est vraiment très très positif. Cette campagne vise également à sensibiliser les parties prenantes aux élections quant au risque de conflit électoral et à soutenir des promoteurs de paix locaux pour faire avancer la cause de la démocratie. Dans la cour de la Maison des Jeunes de Zéro Corée, la caravane a projeté un film qui prêche la paix intitulé « Une élection en Afrique » du réalisateur Jared Merz qui a attiré l'attention de la population de Zali. Cette caravane de savoir, la Guinée d'abord, est organisée conjointement par le Centre européen d'appui électoral, la CENI, et le projet d'appui à la crédibilité et à la transparence des élections en République du Guinée sous financement de l'Union européenne. Le commentaire de Cheikh Sankan. Des bandits appréhendés par les forces de sécurité dans la préfecture de Dubreka. C'est un gang qui sème la terreur sur les routes de Koya et de Dubreka. Ces arrestations devraient contribuer à asseoir le sentiment de sécurité sur nos routes. Morikaba, commentaire. Les préfectures de Koya et de Dubreka, situées à environ 50 km de Conakry, sont depuis un certain temps le nid des bandits traqués pour chasser par les services de sécurité de la capitale. Ces bandits qui sèment la terreur aux portes de la capitale viennent de tomber dans les filets du commissariat central de Dubreka. Le groupe qui est là, effectivement, ils sont repartis en trois. Le premier groupe est de Tanene, c'est les coupeurs de route que je venais d'expliquer. Le second, c'est eux, ils ont opéré dans plusieurs endroits, dont Ibrahim Keta, alias Bombé, est le leader. La dame que vous voyez, elle a recelé une arme. Parce que Ibrahim Keta et alias Bombé, ils ont opéré à travers un PMK. Quand la police est venue pour interpeller les gens, les assaillants ont réussi à prendre la tangente. Donc en confiant l'arme, quand elle a eu peur, elle est partie cacher l'arme dans un buisson. Une opération salvatrice pour les populations de ces localités qui ne cachent pas leur satisfaction. On ne peut que féliciter la sécurité, la police et la gendarmerie qui relèvent de notre préfecture. C'est un phénomène qui nous inquiète à plus d'un titre. N'ait été leur engagement et leur volonté, vraiment on n'allait pas mettre main sur les bandits aujourd'hui. Les agents sont et demeurent toujours à la pointe du combat pour remplir leur mission de sauvegarde des personnes et de leurs biens. Du sport, les Guinéennes à Yaoundé au championnat d'Afrique de basketball féminin, pas bien préparées physiquement ni mentalement, les Guinéennes ont tout de même fait preuve de fair play. Mami Hebelamou. La sélection guinéenne était face au Sénégal pour le compte de la 3e journée du championnat d'Afrique de basketball Yaoundé 2015. Au cours de ce match largement disputé entre les deux formations, c'est le Sénégal qui crée l'écart dès le premier quart-temps 30-14 devant une défense guinéenne fébrile. Les Lions de la Teranga continueront à prendre l'avantage jusqu'au dernier quart-temps qui se solde sur le score de 102-44. C'est notre défense qui n'a pas marché aujourd'hui. Peut-être que c'est la fatigue aussi, on est avec nos jambes qui ne tiennent pas, mais bon, c'est une expérience, on va gérer. Mais notre objectif c'est de battre l'Algérie, ce n'est pas les autres équipes parce que
elles sont au-dessus de notre niveau. C'est une défaite qui est méritée parce que vous-même vous savez comment cette équipe est venue à ce stade. Donc je ne peux qu'encourager mes filles de redoubler d'efforts parce que le parcours est encore long. Cette défaite vraiment doit nous servir de leçon. On verra bien ce qu'elle a de faire par rapport à l'évolution de l'équipe pour les matchs prochains. 2 défaites donc pour le Sili féminin de basketball qui croisera le fer avec d'autres grosses cylindrées comme le Nigeria, l'Algérie et l'Angola. Voilà, ils sont quand même tombés les armes à la main. C'est la fin de cette édition que j'ai eu le privilège de vous servir. Merci de votre obligeante attention. Bonsoir.